Voyage en musique. Antoinette Kéraudrin, née avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale quand même, pas la première. Hein. Oui, parce que vous êtes née en 1937. En 1937, à Crozon, pendant les vacances. Et j'étais brestoise, autrement. Et mes parents habitaient Brest. Si nous nous retrouvons, Antoinette Kéraudrin, c'est pour parler de musique, de votre parcours musical durant toutes ces années. Je vous ai connu comme organiste, je vous ai vu quelquefois à l'orgue évidemment de l'église Saint-Louis, ici de cette ville du Ponant, église ravagée pendant la guerre dont vous venez de parler brièvement, reconstruite. Je crois que c'est la plus haute église en France reconstruite après-guerre, je crois, enfin il faudra vérifier, mais je crois que c'est ça. Vous avez connu évidemment le sort tragique du grand orgue qui avait été installé dans les années 60, voilà, qui brûlera en 1972 par la nuit de la Sainte-Cécile, oui. Patronne des musiciens. Il y a eu des articles de journaux sur cet événement. Vous avez tenu donc ce grand orgue qui occupait, je crois, toute la largeur de la grande tribune de cette église. Oui, à peu près 25 mètres. À peu près voilà. 25 mètres. Et donc vous avez joué ensuite toutes ces années sur l'orgue agrandi, l'orgue qui figure actuellement dans le chœur à droite du chœur de cette église. Qui était d'abord l'orgue de chœur, mais il a souffert lui aussi des chutes de plaques de béton de la voûte lors de l'incendie. Et c'est celui-là qu'on a essayé d'agrandir un peu, vu les grandes difficultés à refaire le grand orgue tel qu'il était. Alors quel est déjà, première question, Antoinette Kéraudrin, comment êtes-vous tombée dans cette marmite musicale ? Oh là là, c'est une grande marmite où il y a beaucoup d'instruments. Donc quand j'étais toute petite, nous étions réfugiés à Quimperlé. Mes parents écoutaient beaucoup la radio, du même coup moi aussi. Et chaque fois que j'entendais un instrument, maman, je veux jouer ça. Ça pouvait être du trombone, du violoncelle, c'était toujours, je voulais toujours jouer ça. Et ça, quand la guerre a été finie, nous sommes revenus à Brest et mes parents m'ont dit « Eh bien maintenant, il va falloir choisir ce que tu veux travailler. » Alors, j'ai bien réfléchi, je crois que c'est les claviers qui m'attiraient le plus. Donc j'ai choisi le piano. Et c'est là que tout a commencé. On a trouvé non sans mal un très beau gaveau d'occasion. Il a fallu trouver le professeur. Après, ce n'était pas facile parce que tout le monde revenait de la guerre et s'organisait. Ça prenait beaucoup de temps. Il n'y avait pas de conservatoire alors à ce moment-là, si ? Pas encore. Pas encore. Non. J'avais 8 ans. Oui, voilà. Et vous souvenez-vous de votre professeur d'alors ? Alors, ah oui, la première professeure, ah oui, je l'ai vue il y a quelques années. C'était une dame évidemment plus âgée que moi, ce qui n'est pas peu dire. Et comme je jouais pour rendre service à l'église de Recouvrance, à côté d'où j'habite, elle assistait à la messe. Et voilà. Après je ne sais combien de décades, nous nous sommes retrouvés. Je dois dire, j'étais très touchée parce que sans elle, sans doute, je n'aurais pas continué. Qu'est-ce qui vous a marqué chez elle ? Sa patience, son physique ? La patience, la douceur, sa passion aussi pour la musique, parce qu'elle en faisait elle-même et pour le plaisir depuis longtemps. Et c'est par l'intermédiaire de la chorale de Recouvrance, qui était vraiment une super chorale à l'époque, que j'ai réussi à avoir son adresse. Comment s'appelait-elle ? Elle s'appelait Marie-Adèle Laouénan. Et ensuite, après elle ? Alors, après elle, ça a été assez mouvementé. La maison où nous habitions, où nous étions logés, locataires, avant la guerre, avait été anéantie. C'était le 61 rue Vauban, en même temps que le 63 et le 65, quelques jours avant la libération, par des avions anglais. Voilà, c'est le paradoxe de la stupidité des guerres. Voilà, donc il fallait demander à la mairie un logement provisoire et au début, évidemment, je n'avais pas de piano. Ah oui, donc c'était dur pour s'entraîner. Voilà, alors j'ai appris à lire mes notes, à les mettre en place et enfin, on a pu prendre un piano et là, tout a commencé.
Nous étions à Brest jusqu'en 1950, où mon père a trouvé un travail, parce qu'il était arrivé à l'âge de la retraite, à Lorient. Ah oui. Alors là, avant d'aller à Lorient, j'avais fait 2 ou 3 ans à l'école de musique. Là, j'avais Madame Meyer, l'épouse du directeur d'alors, Oui. comme professeure. Et j'étais dans sa classe et j'avais Mademoiselle Andrieux comme professeure de solfège, comme on disait à ce moment-là. Maintenant, on dit formation musicale, ça fait. Oui, bon. Et puis voilà, donc là, j'ai suivi des cours sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire quand même assez autoritaires mais c'était avec plaisir parce que j'avais l'impression que j'avais toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Voilà. Alors, à Lorient, j'ai été admise à l'école de musique puisque j'avais commencé ici. Il y avait une correspondance de niveau entre Brest et Lorient et Saint-Brieuc. Ah oui. Voilà. C'était les trois conservatoires qui avaient vraiment repris le travail d'instruction des enfants. Et vous souvenez-vous de vos examens au conservatoire? Très bien, très bien. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Quand on est petit, on ne se rend pas très bien compte. Il y a une part d'inconscience. Hein. On a bien travaillé, on arrive, on joue. Au revoir messieurs, au revoir madame. Et voilà. Mais après, à Lorient, c'est devenu sérieux et parce que j'étais au collège en même temps et mes parents ont donné comme condition à mes espoirs d'études musicales d'avoir d'abord le bac. Alors je me suis dépêchée de l'avoir. Tout en continuant à l'école de musique. Et après Lorient, la maison a été reconstruite à Recouvrance, ici, où nous étions locataires. C'est que mes parents sont revenus, moi aussi pour très peu de temps. Et ensuite, je suis allée au conservatoire de Nantes, qu'on m'avait recommandé. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes revenu à Brest, vous logiez au 63 rue Vauban? 61. 61 rue Vauban. Non, c'était pas là, parce que ça, c'était pas oui. encore, oui. Vous ne pouviez pas revenir oui, là où... c'était à peu près refait, quoi. Voilà. Mais alors, comment ça se passait? Vous deviez justifier que vous habitiez les lieux avant la guerre? Ah oui, bah ça, c'était les parents qui s'occupaient de tout ça. Il devait y avoir une certaine comme démarche. Le droit des anciens locataires, ah oui. Ah oui. Ah oui. C'était un peu normal, hein. Bien sûr, mais on sait pas, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de comment vous avez pu faire à l'époque. Oui, voilà. On aurait pu, oui, il fallait revenir sur les lieux. Pour eux, ça a été très agréable de retrouver le même emplacement. Évidemment, tous les meubles avaient été ratatinés par le bombardement, sauf le peu qu'on avait emporté à Quimperlé pendant la guerre. Le piano était où, lui? Alors, le piano, on l'a trouvé à Brest, en revenant à Brest, en 1948, 49. Et une fois revenu, alors, je suis donc partie au Conservatoire de Nantes, où l'agréable sensation des concours c'est fait une découverte pour moi, évidemment. Le niveau était largement supérieur à ce que j'avais connu à Brest et à Lorient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que plusieurs professeurs m'avaient conseillé Nantes plutôt que Rennes. D'accord. Qui à l'époque n'avait pas la même cote. Je crois que maintenant c'est à peu près égal. Qu'est devenu votre piano de 1948 acheté à Brest? Eh bien, je l'ai donné il y a pas longtemps. Ah oui? Celui que j'ai là est en location, oui. D'accord. Oui. Donc il joue toujours? Ah, il joue toujours. Et il a un plus beau son que celui-ci. Mais voilà. J'ai choisi de le faire, donc je l'ai fait. Donc lui-même continue aussi son parcours musical. Oui, c'est bien. Il était vraiment en très bon état, presque neuf. Et ça représente beaucoup d'heures musicales plaisantes, on va dire. Quelles étaient les œuvres que vous jouiez alors à Nantes au concours? À Nantes, alors, c'était basique. Une partie des 32 sonates de Beethoven, du Bach évidemment, du Chopin, du Debussy. On commençait à mettre le nez dans Debussy, Ravel. Liszt.
Oui, pour moi, c'était une découverte parce qu'avant, ici, j'étais trop petite. De toute façon, j'aurais rien compris. Oui. Surtout à Ravel, qui est quand même assez hermétique, on va dire, mais magnifique. Donc vous êtes attaqué aux 2 concertos, en sol et pour la main gauche, pour essayer au moins? Non. Non. J'ai commencé par le premier morceau de Ravel, c'était la sonatine de Ravel. Et puis après, alors les années passant, on est arrivé à Gaspard de la Nuit. Ah oui. Qui est vraiment un morceau d'examen chéri des professeurs et du jury, un peu moins des élèves peut-être. Voilà. Et pour l'orgue? Alors pour l'orgue, ça a été très curieux parce que habitant Brest, quand je venais à toutes les vacances et persuadée que comme je jouais du piano, je saurais jouer de l'orgue, on me demandait de jouer de l'orgue, d'accompagner. Il n'y avait pas de samedi à ce moment-là, de messe, le dimanche. Alors j'ai commenté sur un orgue infâme, un orgue électronique que certains trouvaient merveilleux parce qu'avant c'était des harmoniums, mais je préfère un bel harmonium qu'un orgue dit électronique et c'était vraiment affreux. Mais en même temps, ça m'a permis de prendre contact avec la liturgie vue du dedans. C'est ça. Parce qu'il y avait une grande chorale et l'accompagnement concernait de temps en temps du grégorien, ce qui n'est pas, on n'est pas formé à ça dans les conservatoires, sauf maintenant les grands à Toulouse, je sais qu'il y a une classe de grégorien. Et où était ça, Brest? Dans quelle église? À Recouvrance, nous habitions Recouvrance. À Saint-Sauveur, là? Oui. D'accord. Voilà. Par contre, à Nantes, alors, ça a été un peu l'influence des petits camarades de la classe de piano, parce que il y avait une classe d'orgue. Et elle avait beau être insonorisée, quand on passait devant la porte, j'entendais des accords suaves. et les copines et copains, alors, allez, inscris-toi en orgue. C'est formidable, c'est bien, le prof est sans sas. Comme professeur, nous avions Jean Costa, organiste à Paris, à Saint-Vincent-de-Paul, et qui venait chaque semaine. C'était ce qu'on appelle maintenant les professeurs TGV, mais il n'y avait pas de TGV à l'époque. Je crois que c'est lui qui Il venait en Dauphine. Oui. Il a inauguré l'orgue de Saint-Louis, il me semble. Ah oui, je lui devais bien ça. Oui, il a inauguré l'orgue de Saint-Louis, donc en 63. Moi, je suis revenue en 60, mais je n'avais pas terminé pour l'orgue, puisque j'avais commencé quand même à 7 ans le piano, à peu près à 17, vraiment sérieusement, quoi. Alors, ça m'a pas empêché de rendre service de temps en temps, mais le vrai travail, quoi, a commencé quand j'avais 17 ans à Nantes. Donc là, c'est l'apprentissage, la découverte d'un autre répertoire, d'une liturgie, alors les gens sont pédalier. persuadés que si on fait du piano, on peut s'asseoir devant un orgue et en avant la musique, quoi. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Et puis en plus, on fait des pieds et des mains, alors, puisqu'on a un pédalier pour les pieds. Non, c'était bien. Alors j'étais emballée tout de suite, évidemment. Et voilà. Quand je suis revenue, alors en 1960, il y a eu un concours à Brest, parce qu'il fallait quand même envisager le métier et l'autonomie, quoi. Tout à fait. Alors, il y avait un concours à l'école de musique pour des cours de piano et des heures d'accompagnement aussi, pour accompagner les petits camarades instrumentistes ou chanteurs qui aiment bien avoir un piano à côté d'eux, mais quelqu'un qui en joue de préférence. Et voilà, il y avait ce concours-là, donc en septembre 1960, et quelques jours plus tard, un concours pour l'orgue de Saint-Louis. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que les cathédrales qui exigeaient un concours pour embaucher un organiste. Il y avait aussi les plus grandes églises de chaque ville, finalement. Voilà. Alors voilà, celle-ci est emblématique. Ah oui. En plus, il y avait que l'orgue de chœur. Bon, c'était déjà pas mal. Il était plus, plus homogène comme harmonisation que celui qui est dans le chœur, près du chœur maintenant. Et après, la merveille est arrivée alors en 63. Et il a fallu près d'1 an pour le monter et l'harmoniser. Les énormes camions de l'organier sont arrivés de Strasbourg, puisque
le facteur d'orgue était à Strasbourg. Et les tuyaux, alors, les 4919 tuyaux, bien allongés dans des caisses en bois, j'étais très impressionnée, j'avoue, parce que j'avais déjà vu plusieurs orgues, plusieurs infinis, mais celui-là, il allait partir de rien. J'allais le voir partir des planches qu'on met sur le sol. Donc vous l'avez vu petit à petit se monter. Ah oui, et puis l'harmoniste et le facteur d'orgue, chaque fois qu'il venait de Strasbourg pour passer 15 jours, me demandait gentiment d'être à disposition, en fait, pour qu'il voit, en se promenant dans la nef, la sonorité qu'avait l'orgue, parce que c'est ça qui décide de tout en point final, quoi. Oui. Et il faut dire que l'acoustique de Saint-Louis étant assez spéciale, parce qu'il y a une grande résonance, c'était pas inutile. Oh, moi, je ne demandais pas mieux, j'étais prête à mettre mon lit de camp à la tribu pour continuer à les aider. Comment s'appelait le facteur d'orgue avec qui vous travailliez? Retinger. C'était lui-même? Ou il avait des aides ou c'était oui, Retinger en personne? Lui-même, il avait du personnel, il avait un harmoniste aussi, qui lui vivait dans le Morbihan, mais s'est installé dans les parages ici, pour un monsieur Daniello, qui, le jour où il y a eu ce malheureux incendie, en 72... En 72? 72, pardon, oui. J'ai téléphoné à tout, en commençant par le facteur d'orgue. Pas facile à dire, qu'il reste un tas de cendres, oui. Et l'eau des pompiers. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Il pouvait plus parler. Parce que c'était son dernier grand orgue. Il avait fait un dernier petit orgue à Plouguerneau. Ah oui. Que j'ai eu le plaisir d'inaugurer. Et c'était sa fin de carrière. Et vraiment apprendre que le grand avait brûlé. Et l'harmoniste aussi, qui est venu du Morbihan. Et je me rappelle de l'accueillir à la sacristie de l'église. Il est entré dans l'église, il a regardé la tribune vide et il s'est découvert. Il a enlevé sa casquette. Comme devant une personne, qu'il n'existe plus. C'était très difficile. D'autant plus que je savais bien qu'il faudrait très longtemps si on le refaisait. Oui. La preuve, c'est qu'il n'est pas refait. Voilà. Donc, lui, un souvenir précis, et puis après, il faut partir sur autre chose, agrandir l'orgue de chœur, et puis, vous avez joué combien d'années dessus? Des décennies? Voilà. On a joué beaucoup sur l'orgue de chœur qui n'avait été que partiellement abîmé, parce qu'il n'avait pas connu le feu, lui. Il avait connu les chutes de béton de la voûte, les plaques de béton qui tombaient dans l'église, qui a été interdite d'ailleurs par un arrêté municipal. Et combien de temps? 3 mois avant qu'on consolide les dangers de la voûte. Alors pendant 3 mois, les messes avaient lieu où? Alors c'était dans une salle extraordinaire qui était la salle de sport de l'Armoricaine. Oui, c'est tout près, c'est pas loin de Saint-Louis. Mais alors on avait transporté un orgue électronique qui traînait par là. Et je dois dire que après Saint-Louis, c'était difficile, quoi. Enfin, l'humilité a une grande place dans ce métier. Oui. Que voulez-vous dire par là, alors? Je dis, il faut être d'accord avec pas mal de gens qui s'occupent de pas mal de choses. Par exemple, pour la liturgie. Oui. Bon, la liturgie change chaque semaine de l'année, On célèbre pas la même chose. Donc, il faut le choix des chants pour la chorale, le choix des morceaux pour l'organiste, l'accord du clergé, quand même. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, quand même et avant tout. Oui, et en même temps, on peut comprendre que certains ne soient pas musiciens. Oui. Ni même mélomanes. Parce que s'ils sont mélomanes, c'est parfait, ça marche toujours si vous faites bien votre travail. C'est ça. Voilà. Et après Saint-Louis, je suis allée à droite à gauche et j'ai atterri à la demande de l'abbaye de Landévennec. Ah oui. Oui. Mais là, c'est beaucoup plus récent, alors. J'ai fait 15 ans. Ah, quand même. Oui. Et ils avaient un organiste fort sympathique avec qui j'avais sympathisé, mais qui était plus âgé que je ne suis maintenant, encore. Et il n'entendait plus beaucoup, il ne voyait plus.
Il avait du mal à monter à la tribune. Ouais. Alors le père qui s'occupe de la musique m'a contacté, m'a dit, est-ce que par hasard, il serait possible que... Et en me disant, mais il est possible de réfléchir aussi, hein, pas... Oh, je dis, c'est pas la peine, c'est oui. C'est oui, parce qu'il y a un bel orgue là-bas aussi. Oui. Et puis, à Saint-Louis, vous aviez cédé la place, si je puis dire, au père Jean Quérien. Voilà. Alors, le père Jean Quérien a bien voulu prendre la suite. Et d'où arrivait-il, alors? Mais il a toujours été à Brest. Oui. Non, il a dû être à Quimper un moment maître de chœur. Oui, maître à la cathédrale. Maître de chapelle, oui. Mais après, il était aumônier dans une école de Brest. Et en même temps, il aimait beaucoup l'orgue, hein, donc il en jouait. Il en jouait. Il en jouait pour le plaisir, il donnait quelques cours par-ci par-là, et il a dit oui. Alors c'est bien, j'avais moins de remords à lui laisser l'orgue comme ça que de laisser la paroisse en plomb. Donc vous l'avez toujours vu jouer, vous l'avez jamais vu célébrer? Le père Jean Quérien? Non, parce que moi j'étais quelque part tous les dimanches, quoi. Oui, c'est ça. Et lui était ailleurs, pas au même endroit, donc je l'ai jamais vu. Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer des quatre mains avec lui? Jamais? Avec lui? Ah non, avec d'autres, oui. Quatre mains, quatre pieds, n'oubliez pas. Bien sûr. N'oubliez pas, c'est pas une mince affaire. Oui. J'avais déjà fait beaucoup de quatre mains au piano. Soit avec des collègues dans ma jeune carrière, soit avec des grands élèves quand j'en ai eu, quoi. Avez-vous été étonné à l'époque, Antoinette Kéraudrin, par l'allure que prenait la construction de cette église Saint-Louis? Non, je n'ai pas suivi la construction au point de vue architecture. Et je sais que les premières fois où, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dedans, évidemment, hein, il y avait trop de choses. D'abord, il y a ce grand mur de pierre. Ça a été sûrement un problème de le mettre debout. Sur la gauche, quand on entre dans l'église par la rue Louis Pasteur, il y avait aussi tout le plaquage de pierre de Logona, cette belle pierre dorée, brune, superbe. Alors, ce plaquage était sur la rue Louis Pasteur. Il y en avait une couche. Après, il y avait 1,20 m de béton. Et après, il y avait un autre plaquage à l'intérieur de la tribune, quoi, à l'intérieur de l'église. Et je dois dire que ce triste jour où ça a brûlé, sous l'effet de la chaleur, l'enduit qui jointoyait les pierres côté Louis Pasteur a changé de couleur. Incroyable. Et moi, nous étions, évidemment, il y a eu plein de gens, il y avait l'architecte de la mairie, et monsieur le maire qui est venu, monsieur le curé de Saint-Louis, le père Julien, à ce moment-là. On s'est retrouvés en bottes, les pieds dans la cendre à la tribune pour essayer de récupérer un peu de ce qu'on voyait, quoi. Et je me rappelle, il y avait des piliers à la tribune. À un moment, je n'en pouvais plus. Je me suis appuyée à un pilier. Il était chaud. Ah oui. C'était le matin vers 10h. Et les experts n'ont jamais pu dire à quelle heure et comment ça avait démarré. D'accord. Bon, en tout cas, il a fallu partir sur autre chose. Voilà. Quel répertoire aimiez-vous jouer et interpréter pour les offices à l'orgue? Alors, pour les offices, il faut tenir compte de ce qu'on célèbre. Parce que je vais pas jouer l'Alléluia du Messie à Noël, hein. Je pourrais, mais je vais pas jouer des morceaux de Pâques à Noël non plus. Et je crois que ce qui est important, c'est de penser qu'on est au service d'eux. Donc, il ne s'agit pas de glisser une messe au milieu des récitals d'orgue, mais il faut que l'orgue soit au service de la célébration. Et je dois dire que j'ai entendu, depuis que je suis immobilisée, là, depuis 3 ans, j'ai entendu des messes du dimanche matin à la télé où on sait plus où on est, quoi. On ne sait plus. L'orgue prend trop de place ou alors, il y a beaucoup d'organismes qui choisissent de jouer, s'ils ont un grand orgue, de jouer très fort. Ah oui. Y compris dans le milieu de la messe, c'est-à-dire à l'offertoire, à la communion. Oui.
Alors que moi, je pense qu'à ce moment-là, les gens ont plutôt envie de se recueillir et non pas d'avoir les oreilles cassées avec les trompettes du grand orgue, quoi. Alors j'ai toujours gardé pour l'entrée volume moyen, pour la sortie plein pot, et dans le milieu de la messe, alors tout doux, tout calme, quoi. Et il y a assez de choses dans le répertoire pour trouver ce qu'on veut. Ouais. Et puis vous avez vu des grands noms venir ici aussi. Oh là Marie-Claire là. Alain est venue, Oh Cochereau là est là. venu. Quand l'orgue a été fait, refait, j'en ai parlé à monsieur le curé et il m'a dit mais je vous laisse l'initiative parce que je lui dis c'est pas normal qu'il n'y a que les gens qui viennent à la messe et aux offices de la semaine qui profitent de cet instrument magnifique. Là, il faudrait le faire entendre de temps en temps. Et c'est comme ça que, comme il ne connaissait pas sinon de nom, autrement, il ne connaissait pas personnellement de grands organistes. C'est un petit monde, l'organisme, l'orgue. C'est un petit monde où on arrive à se connaître tous. Et là, j'ai commencé. C'est vrai qu'il y a des grands noms. Et je me reproche vraiment de ne pas avoir fait un livre d'or. Oh, qu'est-ce que ça aurait été bien. Alors oui, j'ai eu Marie-Claire Alain. J'ai invité aussi Pierre Cochereau de Notre-Dame de Paris, avec qui j'ai travaillé après, Jean-Jacques Grunenwald, Michel Chapuis, je pourrais vous citer les noms pendant un quart d'heure. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu un concert dans cette église avec Marie-Claire Alain à l'orgue et un certain Maurice André à la trompette? J'ai le souvenir d'une dame, dans l'église Saint-Louis, me demandant un jour effaré, il y a de cela peut-être 3 ou 4 ans, pas plus. Mais, excusez-moi monsieur, me dit-elle, n'y avait-il pas un grand orgue à la grande tribune? Je l'ai regardé effaré. C'était une dame et un organiste, c'est ça? Elle me dit, et cette dame me dit, j'ai le souvenir de ce grand orgue dont nous avons parlé avant qu'il ne brûle. Quand je lui dis que cet orgue brûla en 72, elle était chamboulée. Elle me dit, je me rappelle de cet orgue alors que j'étais enfant d'honneur au mariage de ma tante en 69. Et ça sonnait extrêmement bien, et elle me dit, j'ai le souvenir d'un concert, orgue et trompette dans cette église pleine. Des choses qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. Ou alors je n'étais pas là. Oui. Ce qui est tout à fait étonnant parce que j'étais rebaptisée hôtesse d'accueil pour aller chercher l'organiste à l'avion ou au train, l'amener faire un bon dîner, voir l'orgue et puis ensuite être son chauffeur, quoi. Au concert et après le concert aussi, jusqu'à ce qu'il repart le lendemain en général, il ou elle. Ah, j'ai eu vraiment des grands noms et tous d'une gentillesse. On a l'impression que plus ils sont haut perchés, plus ils sont simples. C'est peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'on sait jamais tout. On sait jamais tout. Et vous ont-ils fait des remarques quant à l'acoustique, à cette fameuse acoustique? Oui. Alors, mieux que ça. Et de temps en temps, ils piquaient dans leur programme, le mettaient sur le pupitre et ils me disent « Vous voulez pas me le jouer? Je vais aller voir d'en bas ce que ça donne pour savoir si l'enregistration convenait. » Parce qu'en fait, il est arrivé qu'il faille modifier l'enregistration à la tribune, donc sous les doigts, oui, pour que ce soit audible en bas. Tout à fait. Voilà. Donc, ce sont que des bons souvenirs. C'est dommage que ça finisse comme ça. Et sur celui actuel, alors vous avez peut-être pu faire venir aussi du monde? Oui, il a été inauguré par Pierre Cochereau, voilà. S'il vous plaît, organiste de Notre-Dame. En quelle année? En 78, je crois? Je sais plus. D'accord. Peut-être j'ai voulu oublier tout ça. Oui. Enfin, une fraction de temps, quoi. Oui, une fraction de temps. Oui. Et d'où vient alors le petit orgue présent aujourd'hui dans la chapelle Jean-Paul II? Ah, c'est une occasion qu'on a acheté avec le facteur d'orgue de Nantes. Renaud. Monsieur Renaud qui avait un petit peu renfloué l'orgue de chœur en lui ajoutant quelques jeux. Et c'est lui, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de célébrations fréquemment dans la grande nef. D'accord. Y compris les cérémonies de tous les jours, c'est-à-dire les obsèques ou les mariages et tout ça. Quoique quelquefois, c'est vrai que quand il y avait 20 personnes à un mariage,
Aller dans la grande nef, c'est difficile. Donc quoi. la chapelle Jean-Paul II, enfin l'actuelle chapelle Jean-Paul II existait déjà, et c'était pour cette chapelle qu'il a été acheté ? C'est pour cette chapelle que l'or qui est dans la chapelle a été acheté. Et donc j'avais l'habitude de faire l'entrée à l'orgue qui existait près du chœur. Et quand tout le monde était en place, je passais au petit orgue de la chapelle pour accompagner tous les chants et tout ça. Est-ce que ce petit orgue a été utilisé durant les travaux entre l'incendie et l'utilisation de l'orgue de chœur agrandi ? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là, d'accord. Il n'était pas là. Donc beaucoup de monde se sont succédés à ces différents claviers sur votre invitation et en lien toujours avec le curé. Vous avez connu en fait tous les curés de Saint-Louis. À peu près, oui. Voilà. Quand je suis arrivée, c'était le père Quélin. Puis ils ont pris l'habitude de devenir tous évêques. Alors il y avait Monseigneur Paillet qui était parti à Rouen comme archevêque. Après il y a eu, quand je suis arrivée, c'était le père Quélin, nommé évêque de Moulins. Après ça, il y a eu... Qui est-ce qu'il y a eu encore ? Je sais plus. Enfin, ils sont tous... Bon, ils partaient tous. Vous avez peut-être connu Monseigneur Gourvès ? Et puis ça continue maintenant. Ceux qui sont là sont partis aussi. Il y a le père Quélec, il y a le père Stang, oui. Qui sont partis l'un à Montpellier et l'autre à Amiens, la belle cathédrale. Peut-être avez-vous connu Monseigneur Gourvès, qui était originaire de Brest ? Il était originaire de Plougastel, mais il était évêque de Vannes. D'accord. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois parce que quand il était en vacances à Plougastel, il venait dire bonjour à ses copains de Saint-Louis. Et quels étaient vos rapports avec les différents prêtres ? Alors, y en avait-il qui étaient la musique, ça les touchait pas trop ? J'en ai connu un comme ça, mais pas parmi les prêtres. Hein. C'était quand j'ai commencé, il y avait quand même 6 prêtres à la paroisse Saint-Louis. Et voilà, on voit que le nombre a diminué. Et sur les 6, il y en avait toujours. En plus, si l'orgue leur plaisait, ça leur faisait aimer l'orgue, quoi. Oui. Eh bien, et oui, des bons souvenirs. 25 ans, 85, c'est ça, 85. Oui. Enfin, je dois insister sur le bonheur que j'ai eu aussi quand même à l'abbaye. Ah oui. Parce qu'il y a une qualité dans la liturgie. Bien sûr. On a gardé quelques chants grégoriens, ce que j'aime beaucoup, et qui n'est pas à la portée de tous les organistes, tout simplement parce qu'il était enseigné nulle part, sauf au séminaire, quoi, à des prêtres. C'est comme ça que le père Quérien était organiste. Mais oui. Un caractère tranché, le père Quérien ? Oh, très original. Il avait un chat et un poisson rouge, mais pas dans la même pièce. Oui, il était très original, il était très individualiste. Cependant, il a pris, je crois qu'il a eu plaisir à enseigner à quelques élèves. Et quand la classe d'orgue a été créée, il y a 30 ans à peu près, au début des 1960, là, il y a pas mal de jeunes qui m'ont demandé de commencer l'orgue, ou de continuer pour ceux qui en avaient déjà fait. Alors, on dit pas non. J'étais submergée de travail entre le conservatoire et mon poste à Saint-Louis, où les cérémonies de journée tombaient à n'importe quelle heure, quoi, à 10h30 le matin, à 14h30 l'après-midi. Oui, les funérailles, par exemple. Voilà, les mariages, c'est prévisible. Mais les funérailles, non. Oui, c'était bien. Mais alors, à l'abbaye, là, j'avais et j'étais dans le programme, j'étais insérée dans la cérémonie comme jamais j'aurais souhaité l'être. C'est-à-dire que il y avait des cantiques qui étaient choisis magnifiques. En fonction du dimanche qu'on célébrait, j'avais le choix des morceaux. Je n'avais même pas besoin de le soumettre aux frères qui s'occupaient de la musique. Vraiment tout. Et puis alors le grégorien de temps en temps, et une sobriété en tout. Il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas de bruit bizarre, un banc qu'on cogne ou des choses comme ça, ce qui rompt complètement la plénitude d'une célébration, quoi. Bien sûr. Et là, j'ai trouvé tout ça. C'était un peu tard, parce que moi aussi, pendant ce temps-là, je prenais de l'âge. Oui. Une question donc pour vous qui avez tenu les orgues, alors ça sera plus ici à Saint-Louis qu'à Landévennec, mais
avez-vous des souvenirs d'évolution de la liturgie entre justement les années après le concile, à dès la aujourd'hui? fin du concile, Oui. dès la fin du concile, oui. On Et vous il y a demandé beaucoup- des choses précises? Vous allez changer ça? Vous allez faire comme ci? Vous allez faire comme ça? Il y a des choses qu'on chantait plus. Vous On chantait regrettiez? plus. C'est bon. Il y avait dans les cantiques, il y avait des choses magnifiques qu'on a oubliées. Oui. Et avant qu'apparaisse le répertoire de Jean-Michel Dieudonné, de Berthier, évidemment, Jacques Berthier a fait des choses splendides, chantables, et qui aidaient à prier, parce qu'à mon avis, si on va dans une église, c'est quand même pour prier. Alors si vous avez des cornements, des choses épouvantables qui vous arrivent dans les oreilles, c'est raté, quoi. Donc vous vous souvenez de cette évolution, alors là, rapide, et après au cours des... Et il y a beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là. Ils s'y retrouvaient plus. Oui. D'abord, ils connaissaient pas les chants pendant quelques mois. Il faut des mois pour un public non initié pour apprendre et maîtriser un chant. Donc, ils s'y retrouvaient plus. Et puis ensuite, vous aviez peut-être aussi des chants qui vous étaient demandés, très difficiles à interpréter sur un orgue, et encore plus dans l'acoustique de l'église. Non. Ça allait? Pas difficile techniquement. Non, D'accord. pas du tout. Voilà. Pour les chorales, ça l'était plus. C'est ça. Voilà. Mais vous savez, quand on est instrumentiste, ben oui, vous le savez, on est habitué à déchiffrer de la musique, à en lire beaucoup, celles qu'on connaît et celles qu'on connaît pas. Donc les problèmes n'étaient pas les mêmes pour les chanteurs. Certainement pas. Alors comment se faisait le lien, j'essaye de me mettre en situation dans cette église, entre vous au fond de la grande nef, à votre grande tribune, et le chantre ou le célébrant loin, loin, loin de vous dans le chœur? Oh, mais j'avais un haut-parleur témoin sur le coin de mon orgue. Ah, déjà à l'époque. Ah oui, oui, j'ai toujours été gâtée, oui, oui. Et si quelque chose me manquait, je demandais, puis je l'avais aussitôt. Et fallait-il anticiper dans vos doigts par rapport au son? Y avait-il un écart? Un petit peu, il fallait que je sois un petit peu en avance. C'est ça. Ce qui est très délicat, parce qu'il y a quelques oreilles affûtées qui écoutaient attentivement ce que je jouais, qui disaient « mais elle est pas un peu en avance ?» Oui. Il vous faisait la remarque? Enfin, il n'y avait pas de problème pour les morceaux seuls. Et puis on s'habitue. Et puis j'avais demandé au clergé qui était donc dans le chœur, parce qu'ils étaient nombreux à ce moment-là, et j'ai demandé aux gens de la chorale aussi, surtout quand la messe sera finie, vous venez me dire. Où chantait la chorale à l'époque? La chorale était là où est l'orgue de chœur. Tout simplement, elle a toujours été là. Oui, oui. Et on a travaillé des choses magnifiques avec Madame Laurent, qui était une bonne musicienne, et aussi avec Bernard Prévosto, qui était tout heureux lui aussi quand il pouvait contribuer à une belle cérémonie, quoi. Bien sûr. Oui. La découverte de répertoire. Oser des choses nouvelles parfois. Et oser parfois aussi peut-être de retourner à des choses du passé magnifiques. Ah, il faut pas être sectaire. Non. Je comprends qu'un organiste ait une période préférée dans le répertoire qu'il a travaillé. Ça peut être aussi des mauvais souvenirs d'examens laborieux. On prend tel auteur en grippe, et puis c'est pour la vie, quoi. Ça peut être ça. Vous en avez pris en grippe vous-même? Non, mais j'étais très surprise par le premier Messiaen que j'ai travaillé. Parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans. Quelle était l'œuvre de Messiaen? C'était la Nativité. Alors, comme j'avais repéré un des mouvements de la Nativité qui, à mon avis, convenait parfaitement au recueillement auprès de Jésus-Christ nouveau-né, je me suis dit, allons-y. Et ça demande du travail. Et il y a un autre qui me donnait aussi du fil à retordre, mais alors qu'on s'était su, c'était formidable, c'est Marcel Dupré. Ah oui. Marcel Dupré a écrit la crucifixion dans la symphonie Passion, où il y a tous les épisodes du calvaire du Christ. Oui. Et je dois dire qu'il y avait un prêtre qui aimait toutes les belles choses à ce moment-là. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Jean-Paul Larvol. Il est devenu vicaire général après.
Et puis, il a été secrétaire de la conférence des évêques à Paris. Et puis, il est revenu maintenant et, comme on dit, il jouit d'une retraite bien méritée. Oui, et lui avait le goût des belles choses et on avait eu idée pour l'Ascension, par exemple. Pour l'Ascension, on avait exposé au fond du chœur une fresque qui avait été réalisée en céramique, par 2 artistes de Châteaulin, les frères Chausse-Pied. Et ils m'ont dit qu'ils avaient travaillé pendant 1 an, le dimanche après-midi, tous les 2 là-dessus, avec comme fond sonore l'Ascension. Oh, c'était formidable. Et alors là, Jean-Paul a eu l'idée il a fait un bref commentaire de l'Évangile, on va dire, mais où chacun pouvait quand même retenir quelque chose, évidemment. Et ensuite, on a demandé à un des artistes, c'est pas la peine qu'il y en a 2, surtout 2 frères, de venir au micro, dire dans quelles circonstances ils avaient souhaité faire ça, demander l'avis du clergé de Saint-Louis, à corps complet, et qu'ils avaient travaillé ensemble. Et voilà. Et après, alors, en conclusion, d'ailleurs, il a dit très gentiment, je vous propose d'écouter maintenant la musique qui nous a guidés tout au long de notre travail. Et voilà. À moi l'Ascension Mission. Aux joies de Dupré. Formidable. Oui. Aviez-vous des retours parfois, non pas du clergé là, mais de l'assemblée, des personnes qui vous disaient, qui ont pu vous dire ah oui aujourd'hui c'était magnifique. Le jour même. Le jour même. Il y avait toujours 2 ou 3 qui attendaient au pied de la tribune. Oui. Au pied de la tribune. Alors quelquefois c'était pour demander si je donnais des cours. D'autres fois, c'est pour m'annoncer un mariage. Est-ce que vous pourriez accompagner tel mariage à telle date, à tel endroit? Parce que tu sais pas forcément les gens, certains préféraient les jolies photos d'une belle chapelle bretonne, quand même, voilà. Faut reconnaître que l'esthétique est quand même, somme toute, particulière. Ah oui. On peut pas dire le contraire, quand même. Et on peut choisir quand même des endroits et des angles de vue où on peut faire de belles choses. Oui. Donc toute une aventure pour vous, alors. Ah oui, c'était une aventure. Et Saint-Sauveur, vous y êtes retourné de temps en temps? Je suis retournée le samedi. J'y allais déjà le samedi. À un moment, il y a eu la messe de temps en temps à Saint-Martin ou Saint-Michel. Bien sûr, oui. Et il m'est arrivé d'aller à Saint-Martin le samedi, à Saint-Louis le dimanche, à Saint-Michel le dimanche avant Saint-Louis. Une vie un peu folle, je dois dire. Et est-ce qu'on se lasse certains moments? Est-ce qu'on ressent une fatigue même spirituelle? Non. De ce côté-là, non. Mais on se lasse d'être obligé de se lever tôt le dimanche. Ça c'est sûr et certain. Et les jours de fête, on tient plus debout le jour même, quoi, parce qu'il y a eu les veillées, la veillée de Pâques, la veillée de Noël. Pascal, voilà. Là. Alors là, c'est difficile de tenir bon et de continuer à jouer des Noëls et des Pâques et Jésus ressuscité à Pâques. Mais non, lassitude, non. Et toujours cette envie d'aller refouiller dans vos partitions pour chercher un morceau, soit que vous n'avez pas joué depuis longtemps, soit une découverte même? Oui, j'ai même racheté. Par exemple, je me rappelle d'une symphonie de Widor que j'ai rachetée parce que je l'avais tellement travaillée étudiante qu'elle tenait plus sur le pupitre. Elle était en lambeaux. Voilà, ça fait drôle. On se dit, tiens, ça fait une bonne génération de différence. Et oui. Enfin, c'est un beau métier. Je souhaite vraiment à beaucoup de... Alors, au moment où il y a eu la création de la classe d'orgue, c'est Michel Bouvard qui a été nommé professeur, que je connaissais bien sûr parce qu'il commençait à faire parler de lui sérieusement. Ah oui. Il y a eu François Espinasse, il y a eu Yves Lyon, qui est à Lannion, à l'église de Lannion, qui joue très très bien aussi. Et qui est-ce qu'on a eu comment s'appelle-t-il? Le grand, là, est tellement grand qu'il était obligé de mettre des planches sous les pieds du banc pour être surélevé, autrement ses pieds traînaient sur le pédalier.
très très grand, très gentil, qui logeait au presbytère de Saint-Martin, et d'autant plus je le connaissais bien, je l'ai invité au concert de Crozon dès que ça a été créé, parce que c'était bien. Oui, il y a aussi les concerts estivaux. Oui, les concerts estivaux, et puis moi j'avais ma part de concerts, même dans l'année, quoi. Oui, alors, bien c'était sûr. un peu fou, parce que ça pouvait être à la cathédrale de Rennes, retour dans la nuit, le lendemain, à l'école de musique. Ou à la messe. Oui, à la messe. Enfin, il fallait que ce soit un récital du samedi soir, alors c'était... Mais en même temps, c'est l'aventure. C'est quoi, une parce vie, que une vie de il musicien. faut arriver un peu à l'avance sur l'orgue qu'on va jouer, parce que on le connaît quelquefois d'oreille par des disques, mais on n'a jamais joué dessus. La cathédrale de Bourges, je n'avais jamais joué dessus. Et vraiment, les organismes qui vous accueillent, ils font comme on a fait pour eux. C'est extraordinaire, c'est vraiment une grande fraternité. Oui. Oui. Et ils se mettent à votre disposition pour tourner les pages, tirer les jeux, sauf ceux qui, comme Jean Langlais, qui est venu aussi, est aveugle, donc lui, il est tranquille, il n'a pas de page à tourner. Mais pour les changements de jeu, il faut que l'assistant soit au courant. Hein. Et comment faisait-il Il répète une fois. Comment faisait-il pour travailler lui-même? Lui-même, il travaillait là où il était, c'est-à-dire à Sainte-Clotilde, à Paris. Et il venait la veille, quoi. En général, on prévoyait de les accueillir la veille en leur réservant 2 ou 3 heures de la soirée. Et puis, comme ils étaient logés, voilà. Ils étaient tout contents, ils repartaient tout contents en disant « Oh, on est bien à Brest !» Merci, maître. Et combien de disques avez-vous enregistrés? Ah, moi, j'ai participé à des disques, mais autrement, j'ai enregistré, enfin, ça a été enregistré, il y a un récital à Saint-Louis que j'attends patiemment parce que j'ai un neveu ingénieur du son et il a été enregistré sur 33 tours, 30 cm d'amateur. En quelle année? Sur le grand orgue, en tout cas. Sur le grand orgue, donc ça doit être en 70, je pense, à peu près. Donc vous attendez un cela document, oui, parce que je voudrais qu'il y ait le transfert sur un CD. Surtout que maintenant, il y a des bruits qui courent, comme quoi ce serait bien qu'on refasse le grand. Alors si on pouvait mettre au dossier ce disque-là qui donne une idée des splendeurs qu'il y avait, quoi, comme sonorité. Oui. Qu'on se fasse une idée, je comprends bien. Alors nous n'avons pas parlé de Bach. Ah, Jean-Sébastien. Oui. Je vais même donner son nom à mon chat. Parce que j'ai passé tellement d'heures au clavecin, au piano. Au clavecin? Et alors, ah oui, j'ai fait beaucoup de continuo. Oui. En particulier avec Monsieur Quantz. J'allais vous en parler. Oui, Monsieur Quantz n'a pas oublié de me faire signe. Donc nous allons parler de Paul Quantz et nous allons parler de Jean-Sébastien Bach, pour finir. Oui, alors je commence par qui? À tout seigneur, tout honneur, commencez par celui qui vous conviendra. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est Jean-Sébastien Bach. Oui, ça, j'ai commencé à le connaître toute petite. Hein. Quand je commençais le piano, il y avait le petit livre d'Anna Magdalena Bach qu'il avait écrit lui-même pour apprendre le clavecin ou l'orgue à ses enfants. Quelques-uns de ses enfants, parce qu'il en avait beaucoup. Oui. Bach. Et puis après, ça a continué parce que automatiquement, tous les professeurs que j'ai eus, il y avait un dénominateur commun, une œuvre de Bach, une étude de Chopin. Bon, déjà, c'est pas mal. C'est du sérieux, c'est du solide. Oui. Et alors, dans les examens du Conservatoire de Nantes, il y avait un classique, un romantique, un moderne. En moderne, c'est Ravel, Debussy et compagnie. Fauré, là. Et les études d'exécution transcendante, qui portent bien leur nom, de Franz Liszt. Alors ça, comme morceau de concours, idéal, les élèves arrivent tout pâles pour s'asseoir devant le piano en se disant « Oh là, qu'est-ce que je fais là ?» Et puis voilà. Mais le Bach est un dénominateur commun de tous les niveaux. Tous les niveaux. Aviez-vous joué à l'époque avec Madame Mansec?
Ah, j'ai joué à Saint-Martin, souvent avec Madame Mansec. Chaque fois que le petit groupe d'orchestre qu'elle avait formé jouait en général pour une grande fête. Et donc elle tenait le violon. Oui, voilà. Et elle avait quelques musiciens, quelquefois. Et la chorale, surtout. Elle était très exigeante pour la chorale de Saint-Martin, ce qui nous a valu d'entendre de bien belles choses. Il me reste encore avant elle, quelque part, je les retrouverai, des programmes de fête, avec le programme des vêpres, de la grand-messe, le tout, sur papier magnifique, avec enluminure et tout, les écritures calligraphiées extraordinaires. Et là, c'était Monsieur Lidou qui était organiste à ce moment-là. À Saint-Martin. Oui, dont le fils a tenu la duchesse Anne, voilà, rue Sam. Boutique de perdition où on trouvait tous les livres, tous les disques qu'on voulait. En plus, on pouvait écouter les disques dans des fauteuils profonds sur des chaînes cabasses. Alors, que demande le peuple? Nous renouons à une sorte de paradis, alors. Oui, c'est ça. Comme le paradis de Bach. Voilà, il faut se mettre un peu entre parenthèses et oublier tout le reste. Parce qu'autrement, en plus, le point de vue musical, c'est génial, quoi, parce qu'il y a des trouvailles formidables. Mais au point de vue écriture, c'est parfait. Si vous jouez une fugue de Bach, vous ne pourrez pas trouver une demi-faute là où il aurait dû passer là. Pas question. Et les préludes à fugue, alors n'en parlons pas. Les sonates en trio, ça en plus pour l'indépendance, puisqu'il y a une voix main droite, une voix main gauche, troisième voix au pied. Quand il faut jouer un thème assez guilleré et dynamique au pied, et qu'on n'a pas le temps de les regarder pour savoir si on est bien, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais quel plaisir. Quel pianiste vous marquait à l'époque, alors, ou quels organistes? Des gens comme Glenn Gould, comme Horowitz, comme Rubinstein? J'ai travaillé Samson François. Ah oui. Samson François. Nous qui avions très souvent du Chopin à travailler, je dois dire que Samson François. Avez-vous eu la chance de le voir en concert? En concert, oui, une fois à Nantes. Et je l'ai revu, mais enfin on ne m'avait pas prévenu, alors ça a été le bord de la crise cardiaque, comme président du jury le jour des concours de fin d'année, l'année où j'ai passé le prix, quoi. Et là, on se demande, qu'est-ce que je fais là? Alors, du coup, on me dit, mais je connais cette tête-là. Et il y a une copine qui est dans les coulisses, qui me dit, c'est Samson François. Gloups. Ah bon, Gloup. Magnifique. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu la chance de connaître, au début où j'étais à Nantes, alors, dans les années donc, 55. Mais oui, 55. Ça fait combien d'années, ça, de l'année prochaine, ça va combien? 70 ans? 70 ans. Ah, très bien, très bien. Oui, de qui je voulais parler, là? Alfred Cortot. Ah oui. Oui, Alfred Cortot, mais il était déjà très fatigué physiquement. Il se droguait, et je l'ai vu se piquer dans les coulisses avant de jouer. Ah, il y avait de quoi pleurer. Hein. Mais alors, dès que les mains étaient sur le clavier, il a fait une édition de travail, d'ailleurs, aux éditions Salabert, pour pratiquement tout, les polonaises, les ballades, les mazurkas, tout, pièces de fantaisie, tout. Et avec des doigtés et des explications, personne n'a refait la même chose depuis. Pourquoi? Il en avait fait pour Schumann aussi la même chose. Alfred Cortot. Et Paul Coens, alors? Ah, mon cher directeur. J'avais eu Monsieur Meyer comme directeur quand j'étais jeune. Et c'est avec lui que j'avais commencé l'harmonie, d'ailleurs, avant de partir à Lorient, et en revenant de Lorient, avant de partir à Nantes. Et c'était le mari de ma prof de piano de Brest, Madame Meyer. J'ai été vraiment extraordinairement surprise de voir ce qu'on entendait par écriture. Parce que écriture, quand on commence, c'est contrepoint et fugue surtout, c'est le plus difficile, quoi.
c'est le plus difficile. On n'a pas été habitué. Harmonie d'abord, bien sûr, avec ces 3 catégories complètement différentes qui, une fois mélangées, font qu'une œuvre est belle, quoi. Oui. Voilà. Alors, quel souvenir avez-vous de Paul Coens ici à Brest? Alors, quand je suis revenue à Brest, je ne sais pas s'il n'y avait pas encore une année avec Monsieur Meyer. En tout cas, est arrivé Monsieur Coens. Alors, on savait qu'il avait une chorale et un orchestre à Paris. On se sentait tout content, quoi. Et certains sont restés tout contents, dont je suis. Et puis d'autres trouvaient qu'on travaillait trop. Alors là, moi, quand il y avait un qui venait se plaindre ou chouiner à côté de moi, je mettais en boîte parce que c'est pas possible. On peut pas entendre ça dans la bouche d'un élève de musique ou d'un collègue. C'est pas possible. Et dans un sens, je comprends un peu, parce que pour bien faire ce que nous demandait Monsieur Coens, il fallait y mettre du temps et du temps et du temps. Voilà. Mais je dois dire que grâce à lui, on a vu de grandes œuvres. On a eu la messe en si, on a eu des cantates, on a eu un tas de choses. Et il a inauguré alors ce qui me plaisait beaucoup, parce que l'enseignement m'a toujours transporté, les initiations scolaires, faisant venir une centaine d'enfants des écoles environnantes à l'auditorium pour leur expliquer ce que c'est qu'un instrument et tout ça. Il y en a même un, on avait mis le chauffage était par le sol sur la scène. D'accord. Donc si on voulait une lampe, il y avait des petits points pour mettre là. Donc j'avais une lampe sur mon clavecin. Et puis après, on disait aux enfants de venir sur la scène, voir les violons, les altos, les violoncelles, la flûte, la clarinette et le clavecin. Alors il y avait un petit garçon qui arrive. « Bonjour madame ». J'ai dit « Bonjour mon garçon. Alors, tu as été content de ça t'a plu ?»« Oui, mais sur quoi il est branché ton clavecin ?» Voilà, je dis non, tu sais, tu peux enlever la prise de courant, il va marcher quand même. Il va marcher quand même. Il va marcher quand même. Alors là, on a créé une classe de clavecin. C'est vrai que ça complétait, surtout il y a beaucoup de répertoire baroque, Oui. Monsieur Coens. Ah oui. Ça fait partie de ses préférences. Et donc, souvent, un continuo, quoi. Alors, il y a eu un professeur qui a commencé la viole de gambe en plus de violoncelle, ce qui fait que les continuos, clavecin, viole de gambe, c'est un régal. Oui. Un régal. Aujourd'hui, vous gardez quoi comme image de M. Coens? Un homme exigeant, au service lui aussi de la musique à 100%? Un homme, comment je pourrais dire, parce que je voudrais pas dire quelque chose qui correspond pas à ce que je pense. Très actif. Ah bah toujours, il continue à diriger. Il a 92 ans. 94. 14, oh, très bien. Enfin, moi, un jour, il m'a dit qu'elle espérait mourir en conduisant. Alors, je lui ai dit, le plus tard possible, s'il vous plaît. Voir mon directeur tomber à la renverse au milieu d'une symphonie. Non, j'en en avais pas envie. Oui, j'ai beaucoup aimé avec lui, travailler avec lui, parce qu'il allait au fond des choses. Si quelque chose n'allait pas, il arrêtait tout le monde. On reprend. Mesure temps. Mesure 56, mesure 62. Bon. Ça me plaisait parce qu'il cherchait vraiment ce que nous, pauvres humains, pouvions donner de meilleur. Et ça, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Non, il a été très gentil, il a formé la chorale. Alors, pour être sûr de recruter, il a appelé sa première chorale le chœur Albert Roussel, qui était un officier de marine. Alors, la marine nationale est arrivée en rang serré, et c'est vrai que ça a fait le noyau du début de la chorale. Très bien. De la chorale. Et il les a emmenés, il leur a fait faire des choses extraordinaires à eux aussi, qui n'auraient jamais fait ça sans lui. Certainement. Merci Antoinette. Oh, mais je peux continuer. Non, faut pas exagérer. Mais ça m'a fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour tous ceux qui vont écouter. Si je pouvais leur dire plein de choses encore, mais bon, peut-être une autre fois. Dans 10 ans.
Sait-on jamais si je fais comme mon directeur?